Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Via Sport. Au programme de ce lundi, beaucoup de rugby et un tout petit mot de handball. Avec moi en plateau aujourd'hui, Antoine Guillet, bonjour. Bonjour Antoine. En plateau à Toulouse, c'est Nathan Témine et Emmanuel Massicard, le directeur du Midi Olympique. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous. Je pense que cette équipe-là aujourd'hui totalise pas mal de kilomètres sur ce premier week-end de Coupe du Monde qu'on va débriefer, notamment par rapport à la première journée. On va commencer, messieurs, avec la poule D. Les résultats, tout d'abord. Le Japon a battu hier, c'était à Toulouse d'ailleurs, le Chili 42-12. Et puis l'Angleterre est venue de la bout de l'Argentine 27-10. Ça, c'était samedi à Marseille. Peut-être un premier mot avec toi, Emmanuel. C'est le Japon qui n'a pas raté son entrée en matière et qui affirme quand même son ambition de très bien figurer dans ce tournoi, même si quand même en face c'était le Chili. Ouais, tu le dis, le Japon assure et là tout est dit effectivement. Simplement, le Japon n'a pas totalement convaincu face à une équipe du Chili qui est certainement la moins forte de toute la compétition. On n'a pas vu des Japonais qui maîtrisaient totalement leur rugby et cette équipe finalement elle a beaucoup laissé le ballon à l'adversaire, un adversaire valeureux qui nous a surpris très clairement avec des joueurs qui ont créé la surprise pendant très longtemps. Alors certes ils n'ont pas jamais pris le score. Mais ils étaient pas loin, ils étaient dans le match. Et si le Japon s'en sort, c'est principalement grâce à la dimension physique et à son collectif. C'était pas un très grand Japon, il faudra voir sur la suite. Aujourd'hui, ils n'ont fait qu'assurer l'essentiel. Nathan, tu étais justement à ce match, tu partages un petit peu ce que dit Emmanuel, pas forcément un grand Japon ? Ouais, complètement. Je pense qu'ils ont été déjà surpris, les Japonais, par l'ambiance peut-être dans le stade. À noter, on l'a bien entendu, il y avait beaucoup de Chiliens, étant donné que Toulouse est le camp de base des Japonais. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de Japonais. Donc peut-être qu'ils ont été un petit peu surpris par ça, les Japonais. Et aussi par l'impact physique qu'a mis le Chili. On l'a senti, c'était le premier match du Chili de leur histoire en Coupe du Monde. On les a sentis quand ils sont rentrés dans ce match, ils ont été très percutants, c'était presque violent à des moments. Donc ils ont peut-être été surpris, c'est vrai qu'ils ont un petit peu bafoué leur rugby. Au final, l'essentiel est assuré, victoire avait le bonus, donc le Japon, ils devront confirmer ensuite pour le match de la première place face à l'Angleterre ce week-end. Et tu le disais, ce qui t'a agréablement surpris aussi, c'est l'ambiance mise par les Chiliens à Toulouse, si je me trompe pas. Ouais, exactement. Ce que je disais, il y avait beaucoup de Chiliens et puis aussi, je pense, beaucoup de Français qui, on l'a aussi vu au Stade de France pour Australie-Géorgie, on l'a aussi vu hier soir pour Pays de Galles, Fidji, les Français qui ont l'air de prendre en fait parti pour les outsiders, les équipes qui ne sont pas favorites dans les matchs, et c'était le cas hier à Toulouse pour le Chili. Allez messieurs, on va parler de l'Angleterre très rapidement. Justement Antoine, vous étiez au match hier à Marseille. L'Angleterre, on sait qu'on les avait un petit peu enterrés suite aux derniers 6 nations, mais aussi aux multiples défaites en préparation, notamment face aux Fidji. Il y a eu cette victoire face aux Pumas, pourtant tout n'avait pas forcément bien démarré face aux Anglais. Elle fait du bien pour les Anglais cette victoire, Antoine ? Clairement, elle leur fait du bien. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Angleterre, certes, a gagné, mais c'est surtout l'Argentine qui a déjoué, l'Argentine qui a eu du mal finalement à mettre en place son jeu d'attaque. Ils ont fait 8 en avant dans les 50 premières minutes. Les Argentins, c'est beaucoup trop finalement pour espérer percer cette défense anglaise. Et les Anglais qui finalement s'en sont remis à leur jeu au pied avec 3 drops de George Ford. Merci Ford d'ailleurs sur ce match. Ouais. Clairement, George Ford qui a été phénoménal, qui a inscrit finalement tous les points des Anglais. Et l'Angleterre en plus était très mal embarquée, comme vous l'avez dit, ils ont concédé une exclusion dès les premières minutes, ce qui a obligé finalement le 15 de la Rose à revoir son plan de jeu. Et George Ford, il a été assez intelligent là-dessus, j'ai trouvé, dans le sens où il n'a pas cherché à pousser, à enfoncer cette défense argentine, mais plutôt à chercher à prendre avantage de par son jeu au pied. Voilà. On l'a vu tenter des drops à plus de 40 mètres, à 50 mètres, et c'est ce qui a fait la différence sur ce match-là. Et Emmanuel, on le disait en introduction, il y avait beaucoup de défaites qui ont fait du mal mentalement à cette équipe d'Angleterre. On pense aux dernières 6 nations, on ne va pas revenir sur la grosse claque qu'on leur avait mise à Twickenham. Il y a aussi la défaite face aux Fidji. Ça peut relancer un petit peu mentalement cette équipe d'Angleterre dans cette Coupe du Monde, cette victoire face aux Pumas ? Ce qui est sûr, effectivement sur le mental et sur le moral, ça va lui faire énormément de bien.
Par contre, ne tombons pas dans le panneau. On a vu, comme Antoine l'a dit, une équipe très réaliste avec un Ford qui a fait ce qu'il fallait. À 14 contre 15, on ne va pas jouer au rugby, écarter tous les ballons et aller défier une équipe d'Argentine qui ne demandait que ça, s'exprimer en contre. Ford a mis 3 drops. Il a fait gagner clairement son équipe. Mais cette équipe d'Angleterre qui était en très grande difficulté depuis plusieurs semaines, voire quelques années, elle n'est pas devenue merveilleuse en l'espace de 3 semaines, le temps de la préparation. N'oublions pas d'où elle vient. On sait que c'est une équipe très pragmatique. Il faudra compter avec elle, mais elle n'a pas réglé tous ses problèmes en aussi peu de temps, je ne peux pas le croire. Oui, et on rappellera aussi, quand même, Antoine le disait aussi, les nombres de fautes de main incalculables des Argentins, le nombre de pénalités aussi qu'ils ont concédé sur cette rencontre qui est assez impressionnant. Messieurs, on passe à la poule C à présent avec notamment les résultats. On va commencer par les résultats. Et le 32-26, complètement fou entre le Pays de Galles et les Fidji. L'Australie, de son côté, a cartonné en dominant la Géorgie 35-15. Emmanuel, très rapidement, Pays de Galles-Fidji, on sera peut-être tous unanime d'ailleurs là-dessus. Est-ce qu'on n'a peut-être pas assisté hier au plus beau match pour l'instant de ce mondial ? Si, évidemment. L'affiche a tenu toutes ses promesses. Et c'est certainement, comme tu viens de le dire, le premier match de la Coupe du Monde qui nous offre un tel niveau de rugby, une telle intensité. Il y a des stats complètement folles. Je crois que les Gallois ont plaqué plus de... Ouais, et je crois que les Gallois ont plaqué plus de 200 fois. Il y a des temps de possession qui sont totalement à l'avantage et d'occupation du terrain à l'avantage des Fidjiens. Ce qui pose problème, c'est l'issue du match. On n'est pas supporter fidjien, mais on se dit que quand tu franchis 3 fois la ligne d'en but, que tu as 3 essais refusés, il y a des fautes criantes et franchement de la part des Gallois. Et c'est pas possible qu'il n'y ait pas davantage de cartons jaunes. Ouais. Ce match ressemble quand même à un sacré hold-up et on a des problèmes de cohérence au niveau de l'arbitrage entre les matchs. Il va falloir que World Rugby arrive à régler ça parce que les Fidjiens méritaient clairement la victoire hier soir. Oui, et on l'a vu notamment sur ce que disait Emmanuel, la stat est incroyable, c'est vrai, c'est 253 plaquages et Will Rowlands, le deuxième ligne gallois, à lui tout seul, c'est 27 plaquages. C'est le deuxième record de l'histoire des Coupes du Monde. C'était impressionnant ce match en effet. Ouais, ça fait une sacrée stat effectivement, et on parlait aussi de la dramaturgie de ce match. On a vu ce dernier ballon manqué pour les Fidjiens pour peut-être remporter, mais finalement il y a eu en avant de la part de l'ailier et donc c'est le Pays de Galles qui a fini par s'imposer. L'autre rencontre, Nathan, on le disait, du coup c'était Australie-Géorgie. Tu étais au match du coup à Paris. Les Australiens, on va dire, qui ont fait le boulot en prenant le bonus, mais sur le contenu on peut dire sans plus. Ouais, l'Australie qui, au final, la logique a été respectée, même si on a cru que c'était possible pour les Géorgiens de créer l'exploit parce que c'est pas la meilleure Australie qui arrive et c'était justement une Australie avec beaucoup de doutes qui arrivait. Finalement, les Australiens ils se sont imposés sans jamais trembler. Ils n'ont pas été très dangereux, les Géorgiens. Une fois, ils ont pu l'être sur une relance de Niashvili qui finalement lâche le ballon qui retombe dans les mains du pilier australien qui décale ensuite Donaldson qui va à l'essai. Là, c'était terminé pour la Géorgie. La logique a été finalement respectée dans ce match. Allez messieurs, le temps file, on va donc passer à la poule B, celle des champions du monde, des Sud-Africains qui ont réussi leur entrée en matière en venant à bout de l'Écosse, 18-3. L'Irlande, quant à elle, a corrigé la Roumanie, 82-8. Un festival d'essais sur cette rencontre, 12 pour l'Irlande, un seul pour la Roumanie. Un autre chanceux encore, Antoine, vous étiez au match justement hier des Sud-Africains. Ça a été mine de rien quand même s'il y a un écart au classement entre ces deux équipes. Un gros test physique sur ce match parce que même si les Springboks mettent beaucoup d'intensité, ils ont trouvé du répondant face à l'Écosse là-dessus. Oui, autant je vous disais tout à l'heure que l'Angleterre avait esquivé le défi physique proposé par les Argentins. C'est ça. Là, les deux équipes se sont bien rentrées dedans, elles ne l'ont pas esquivé. Et justement, ça a coûté la place à Eben Etzebeth, sorti dès le premier quart d'heure de jeu pour une blessure à une épaule. On n'en sait pas encore trop sur sa blessure, il sera examiné aujourd'hui, mais elle était magnifiquement remplacée par Snyman. Et vous les voyez là sur votre écran, les essais sud-africains, avec cette merveille de passe de Manier Libok pour RNC. Voilà, finalement on a senti que l'Écosse a payé peut-être ses efforts physiques de la première mi-temps en seconde mi-temps où là les Sud-Africains ont accéléré et ont pris l'ascendant par 2 essais et devant voilà, l'Écosse n'a pas forcément à manquer de création, j'ai envie de dire, à manquer d'imagination pour faire déjouer ces Sud-Africains. Et puis ça fait 18-3 pour les Sud-Africains qui auraient pu corser l'addition puisqu'ils ont laissé quand même 11 points au pied. Ouais, Emmanuel, juste avant qu'on passe justement à la poule A avec peut-être une grosse info que vous avez à nous donner, c'est ce que disait Antoine, 11 points vendangés au pied. C'est quand même tout un paradoxe d'une aussi grosse nation comme l'Afrique du Sud d'avoir si peu de buteurs en fait en réussite, mais surtout un réservoir quasi inexistant de buteurs.
Ouais, c'est le paradoxe de cette équipe sud-africaine, parce que dans la culture sud-africaine et des Springboks, de tout temps, il y a eu de grands buteurs. On ne l'a pas aujourd'hui. Ouais. Cette équipe d'Afrique du Sud, si elle veut être championne du monde, elle doit à tout prix gommer ce problème, trouver des solutions pour marquer les points au pied, parce que si l'Écosse a si longtemps cru à sa possible victoire, finalement, elle ne le doit qu'à ses échecs au pied en première mi-temps. Après, derrière, c'est un rouleau compresseur. C'est une machine à broyer l'adversaire. Et on voit bien que les Écossais ont payé, vous l'avez dit, sur leur débauche d'énergie de la première mi-temps. Et finalement, si on doit être honnête aussi, on se dit qu'on n'a pas vu une très très grande équipe des Springboks. Elle a assuré le minimum avec, encore une fois, un rugby de défi. Il y a cette très belle passe au pied, c'est super baissé. En dehors de ça, on a vu des Boks fidèles à eux-mêmes. Oui, c'est ce qu'on notera, voilà, la belle passe au pied de Libbok. Et en plus, quand on parlait des pénalités ratées, c'est pas des pénalités à 2 cm du poteau. Hein. C'est ça. Et après, Jacques Nayoneiber, le sélectionneur sud-africain, l'a mentionné notamment aussi en conférence de presse. Hein. Il disait qu'aujourd'hui, pour gagner des tournois, pour gagner une Coupe du Monde, finalement, les équipes qui gagnent sont celles qui prennent le plus de points. Donc, et là, ce petit jeu, justement, la France et l'Angleterre l'ont plutôt bien fait sur cette première journée. Allez, on va passer à la poule A avec vous, Emmanuel, juste avant de parler de cette info vers un possible retour d'ailleurs d'Anthony Gelanche. On va en parler tout de suite. C'est quand même la victoire ce week-end de l'Italie face à la Namibie, 52 à 8. Et donc l'autre info, on le disait, c'est qu'il va y avoir beaucoup de changements, Emmanuel, possiblement dans la prochaine composition du 15 de France en vue d'affronter l'Uruguay. Des gros changements, on va faire tourner, mais il y a surtout une bonne nouvelle du coup, Emmanuel. Oui, c'est ce qu'on vous annonce aujourd'hui dans Midi Olympique, dans l'édition qu'on a sortie hier soir en numérique et aujourd'hui dans les kiosques. Gros turnover au niveau de l'effectif. Fallait s'y attendre. Galtier et son staff avaient 2 options. Soit il reconduisait l'équipe avant de la mettre au repos sur les 15 jours qui viennent. Mais on sait que le sélectionneur préfère, lui, faire jouer ses joueurs cadres, son 15 majeur, tous les 15 jours. Une semaine de repos, une semaine de compétition. Donc on se dirige vers ça jeudi face à l'Uruguay à Lille, avec une équipe largement remaniée. Les cadres au repos, au frigo. On va faire récupérer quasiment tous les vainqueurs de la Nouvelle-Zélande, et on se dirige vers une équipe avec Gros et Aldegheri en pilier, en première ligne, Bourgarit aussi en talon, la deuxième ligne avec Woki et certainement Taofi Fenua, et en troisième ligne à noter le retour d'Anthony Gelon après sa grave blessure survenue l'année dernière pendant le tournoi, et il se pourrait même qu'Anthony soit capitaine des Bleus pour son retour si la rotation au centre du terrain se confirme avec notre ami Gaël Ficou qui sera au repos. Oui, ça fait en tout cas un sacré turnover. Il faudra aussi surveiller peut-être aussi les performances de Pierre Bourgarit. Pour l'instant, du côté de la FFR, on l'annonce, on ne va pas remplacer Julien Marchand, qui est annoncé out pour 4 semaines. Ouais, la FFR a confirmé nos informations, c'est tout ce qui était sorti tout ce week-end qu'on vous a raconté sur les antennes de VIA. Julien Marchand reste dans le groupe, il y a une déchirure, les premières infos qui remontent, c'est entre 4 et 5 semaines d'immobilisation avant une reprise vers la compétition. La vérité, c'est qu'il y a eu une IRM qui a été passée samedi par le joueur, dans la nuit de vendredi à samedi, confirmé le samedi, il y a encore du sang au niveau de la cuisse, donc l'image n'est pas très très nette. Ouais. C'est pour ça qu'on garde cette prudence du côté du staff de l'équipe de France et de la fédération. On verra ce qu'il en est plus précisément dans les jours à venir, parce que le joueur doit repasser une IRM en fin de semaine. Exactement. Voilà, sur la fin de semaine, on surveillera donc ça de très près du côté du Midi Olympique, mais surtout aussi du côté de Via Occitanie, avec notre émission bien entendu en commun, Via Midol, la quotidienne, le magazine de ce mondial. On va juste terminer sur ce journal des sports avec un mot de handball très rapidement, et la belle victoire de l'USAM Nimgar hier, 31-29 face à Chambéry. C'était pour le compte de la première journée de championnat de Star League. Le classement: Montpellier premier, deuxième Paris, troisième Nantes. Les autres clubs régionaux, Toulouse et Nîmes, sont 6e et 7e. C'est la fin de ce Via Sport. Merci, chers confrères Antoine Guillet, Emmanuel Massicard et Nathan Témine depuis le plateau de Toulouse d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle que vous retrouvez toutes les émissions de Via Sport, mais aussi de Via Midol, la quotidienne, sur notre site internet, le www.viaoccitanie.tv. Merci à tous et à très bientôt sur Via Occitanie.